sont supposés travailler. Puis, en même temps, on a des gènes qu'on appelle des gènes suppresseurs qui sont comme un peu la police de notre corps. Eux autres sont en surveillance constante. Puis quand ils voient une cellule qui se dérègle, leur job, c'est d'attraper la cellule et de la mettre en prison. Dans nos termes scientifiques, faire de l'apoptose, c'est-à-dire tuer la cellule. Bien, pour l'instant, nous, on va considérer qu'un cancer, c'est une activation inappropriée des proto-oncogènes, donc les gènes qui devraient dormir, puis une inactivation des gènes suppresseurs, ceux qui sont surveillés, supposés surveiller les cellules. Fait que lorsqu'on a ces deux phénomènes-là qui vont se produire dans le corps de quelqu'un, c'est là qu'un cancer va se développer. Et un cancer, ben, on peut le résumer de toutes sortes de manières, mais il y a 5, 6, dépendamment des textes, grands phénomènes qui se produisent dans un cancer qui sont marqués là. Augmentation de la prolifération, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les cellules cancéreuses se divisent bien vite. Augmentation dans la migration, ils vont être capables de se déplacer plus vite. Production de néoangiogénèse, tout ce que ça veut dire, c'est que les cellules cancéreuses vont produire des vaisseaux sanguins. Diminution dans la masse cellulaire, comme on le disait. Diminution dans l'immunité. Tous les patients qui ont des cancers ont une atteinte de leur système immunitaire. Tout le monde. Même des fois, c'est subtil, mais on est capable de le détecter. Dans le cancer, on considère maintenant que l'inflammation, c'est quelque chose d'important. Mais là, je veux juste attirer votre attention sur l'augmentation de la prolifération, parce que notre chimiothérapie, là, sa job, sa caractéristique numéro 1, si vous n'avez rien qu'une à retenir, c'est ça. C'est que la chimio, ça va cibler les cellules qui se divisent rapidement dans le corps d'un patient. Donc, les cellules qui sont en prolifération accrue. Je vous montre un exemple, OK? Ça vient du laboratoire. J'ai dit que je ne parlerai pas pantoute de recherche, mais c'est quand même un exemple d'une tumeur qui est implantée dans une espèce de gel. Puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un time-lapse, c'est-à-dire qu'à toutes les 5 minutes, on prend une photo et on fait un film avec ça. Puis vous voyez ici en périphérie, là, les petites cellules qui bougent. Bien, ça, c'est les cellules de la tumeur qui lentement prolifèrent. Okay? C'est étonnant parce que quand on regarde le centre de la masse, d'ailleurs, vous le voyez, le centre de la masse, ça ne bouge pas tellement. Bien, ça, c'est une caractéristique assez importante des tumeurs cérébrales. Le milieu de la masse, là, les cellules ne l'utilisent pas bien. En fait, ils sont en train de mourir pour la plupart des patients parce qu'ils n'ont pas assez d'apport vasculaire. C'est toutes les cellules à la périphérie qui sont en train de se développer et qui poussent vite. C'est ces cellules-là qu'on essaye de tuer avec notre chimiothérapie. Vous le savez, hein, après une chirurgie pour une tumeur cérébrale, il y a deux affaires qu'on peut faire. On appelle ça, nous autres, des traitements adjuvants, c'est-à-dire des traitements qui vont venir frapper sur les cellules après la chirurgie. Il y a la radiothérapie, dont je ne parlerai pas du tout aujourd'hui parce que je ne suis pas un expert. On va avoir un expert plus dans d'autres sessions qui vont nous en parler. Puis il y a tout ce qu'on appelle les agents antinéoplasiques. Antinéoplasiques, ça veut dire anticancéreux. Puis tout le monde, pour l'instant, considère qu'anticancéreux, antinéoplasique puis chimiothérapie, c'est la même chose. OK? Juste pour pas qu'on se mélange. Fait que des fois, vous allez lire dans des textes des agents antinéoplasiques, ça veut dire la même affaire que la chimiothérapie. D'où ça vient, ça, la chimiothérapie? Ben, je suis obligé de vous montrer 2 slides historiques qui sont vraiment pas cool. Ça vient, en fait, la première agent de chimiothérapie qui a été utilisée, c'est ce qu'on appelle les mutades sulfurées. C'est une molécule qui a été synthétisée en 1854. Comme vous voyez, ça a été utilisé comme anticancéreux seulement en 1942, quasiment 100 ans plus tard. Pourquoi? Parce que cette molécule-là, son utilisation, c'était comme arme chimique. Le gaz mutane, c'est ce qu'on utilisait pendant la Première Guerre mondiale comme arme chimique. Un peu comme la radiothérapie, c'est un dérivé des radiations. Si je vous parle de radiation, je vous parle d'Hiroshima, ben on voit des mauvaises choses. Je vous parle de la chimiothérapie, à la base, c'était aussi une mauvaise chose. C'était une arme. Là, l'idée, ça a été de prendre cette arme-là, mais de l'utiliser de manière rationnelle pour essayer de tuer seulement les cellules tumorales et pas tuer les cellules normales. C'est ça, la chimiothérapie. Il faut réaliser qu'à la base, je suis obligé de vous dire, et vous le savez déjà, à la base, c'est un poison de la chimiothérapie. Puis si on prend un agent de chimiothérapie, puis on décide de donner 15 fois la dose prescrite, on peut tuer un patient. C'est un poison. Donc, le but de la chimiothérapie, c'est de dire, OK, je vais prendre une dose, puis tout ça, c'est calculé dans des études cliniques. Là.
je vais prendre une dose qui est assez forte pour rentrer dans les cellules qui sont en train de se diviser, pour tuer les cellules qui sont en train de se diviser, mais pas assez forte pour tuer les cellules normales de l'organisme. Okay? Donc, la chimiothérapie, pour que ça marche, il faut que ça rentre dans la cellule. Au moment de la division cellulaire, ce que ça va faire, c'est que ça va briser l'ADN. L'ADN, c'est là-dedans qui sont encodés tous nos gènes. Puis la cellule qui se divise, sa job, c'est d'essayer de doubler son ADN, d'en faire passer une copie exacte à l'autre cellule, la cellule fille. Ben, la chimio, ce que ça fait, c'est que ça scrape vraiment l'ADN, ça brise l'ADN, ça empêche l'ADN de se séparer. Puis là, les deux cellules qui sont en train de se séparer, ben, c'est pas compatible avec la vie, fait qu'ils meurent. C'est ça qu'on essaye de faire. Donc, on tue les cellules tumorales. Le problème, c'est que, ce faisant, en tuant les cellules qui se divisent rapidement, on tue aussi des cellules normales dans le corps. C'est quoi les cellules normales qui se divisent rapidement dans le corps d'un être humain? Bien, c'est d'abord et avant tout les cellules qu'on a dans le sang. Les cellules qui produisent des globules blancs, des globules rouges puis des plaquettes. Les globules blancs qui luttent contre les infections. Fait que si ça tombe trop bas, déjà que notre système immunitaire est affecté par la tumeur, en plus de ça, la chimio va affecter le système immunitaire. C'est-tu dangereux, ça? Oui, ça peut être dangereux. Il y a des agents de chimiothérapie qui sont vraiment tellement forts qu'ils peuvent complètement détruire les globules blancs, puis on peut être obligé de prendre un patient et de le mettre à l'hôpital en isolation, parce que dès qu'il est exposé à un pathogène, il va l'attraper et il peut en mourir. Les agents de chimio qu'on utilise dans le traitement des tumeurs cérébrales, en général, ne font pas ça. Ça, les globules blancs. Les globules rouges transportent l'oxygène, tombent trop bas, qu'est-ce qui arrive? On se sent faible. Les patients qui prennent de la chimio, des fois, ils se sentent faibles à cause de ça. Finalement, les plaquettes, les autres, les agents qu'on utilise dans le traitement des tumeurs cérébrales, c'est surtout ces composés-là que ça va affecter. Les plaquettes, c'est ce qui produit la coagulation quand on se coupe. On se coupe, ça fait une petite croûte, c'est les plaquettes qui font ça. Moins de plaquettes dans le sang, moins de coagulation. En bon québécois, on a le sang clair. Beaucoup moins de plaquettes dans le sang, on a plus que le sang clair. On peut même avoir des hémorragies spontanées, par le nez, par la bouche. C'est très rare que ça arrive, mais ça peut arriver. Fait que donc, premièrement, les cellules qu'on a dans le sang qui sont affectées par la chimiothérapie. D'autres cellules qui se divisent vite dans notre corps? Les cheveux, excellent. Donc, pour moi, ce n'est pas un problème, mais pour un patient qui prend de la chimio, il peut perdre ses cheveux, exactement. La chimiothérapie que nous, on donne dans le traitement des tumeurs cérébrales, en général, ça ne fait pas tomber les cheveux. C'est des patients qui ont perdu leurs cheveux, c'est plus à cause de la radiothérapie qui va brûler le follicule pileux. Donc, les cheveux, excellent. Les cellules de la peau. Les cellules de la peau, c'est parmi les cellules qui se divisent le plus rapidement. Pour ça aussi qu'il y a des gens qui peuvent faire de la peau sèche, puis avoir même des lésions au niveau de la peau, des lésions cutanées. Les autres cellules qui se divisent rapidement, les cellules sexuelles. Hein? Les ovaires, les testicules. Pendant qu'on fait de la chimiothérapie, souvent, on devient complètement infertile. Puis il y a des agents de chimiothérapie qui, malheureusement, vont rendre infertile à long terme. Encore une fois, les agents avec lesquels nous, on travaille dans le traitement des tumeurs cérébrales, ce n'est pas le cas, ce n'est pas un effet secondaire. Par contre, tous les agents de chimiothérapie, de par leur mécanisme où ils vont briser l'ADN, ils peuvent produire des mutations. Puis il y a des agents de chimiothérapie qui peuvent produire des mutations importantes dans l'ADN des individus qui font que, après ça, après avoir pris de la chimiothérapie, on ne peut plus avoir d'enfants parce qu'il y a trop de risques qu'il y ait des mutations importantes. Encore une fois, c'est tératogène, exactement. Encore une fois, avec la plupart des agents avec lesquels on travaille, nous, ce n'est pas un effet secondaire. Fait que c'est pas mal ça. Donc, les dangers, là, si on les descend un par un, les effets secondaires, la toxicité, donc la moelle osseuse qui produit les cellules sanguines que je vous mentionnais, la suppression de l'immunité. Ça, c'est important qu'on en parle parce que c'est une inquiétude majeure avec raison. Tu sais, les gens, là, la période de la grippe arrive. Hein, fait que là, les gens demandent, on doit-tu prendre le vaccin? Puis nous, ce que nos études disent, c'est que oui, les patients qui sont sous chimio devraient prendre le vaccin. Ouais. Ensuite, les autres affaires, c'est pas mal ça. OK, fait que les cellules dans le sang, l'immunité, les cellules de la peau. Ah, j'en ai oublié une bien importante. C'est quoi un effet secondaire fréquent de la chimiothérapie? Fatigue, on l'a dit, globule rouge. Maux de cœur. Les cellules du tractus digestif, les cellules de l'œsophage se divisent rapidement, fait qu'ils peuvent être affectés par la chimiothérapie.
tout ça qu'on a mal au cœur. Tout ça qu'on peut avoir mal au cœur. David, Yep. ça ne descend pas jusqu'en bas au complet sur l'ensemble du système digestif? Ça peut. Pas avec les agents avec lesquels nous on travaille, mais il y a des agents de chimiothérapie très, très intenses. Pour en nommer juste un nom que vous avez peut-être entendu, irinotécan. L'irinotécan, ça attaque les intestins. Les gens peuvent avoir des diarrhées très importantes, des douleurs abdominales, puis même faire des infections abdominales. Ça, c'est des agents pas mal canons. Nous, on ne travaille pas avec ça. Une affaire qui est bien importante que vous sachiez, tout le monde, c'est que tous ces effets secondaires-là, ils sont réversibles. Sauf pour un, là, je vais vous le mentionner. Mais la fatigue, là, ça rentre dans l'ordre quand on arrête la chimio. Les cheveux, ils repoussent quand on arrête la chimio et qu'on les a perdus. Les nausées disparaissent. Tout ce qui est dans le sang, ça finit par se replacer. La seule affaire qui peut demeurer, c'est quand on développe les mutations. Okay? Si jamais quelqu'un prend un agent de chimiothérapie qui est, regardez le numéro 9, là, leuchémogénique, ça veut dire qu'il peut produire des mutations. Ça, malheureusement, ça peut être un effet secondaire qui va persister. Il y a des agents de chimiothérapie qui sont notoires pour donner ça. Il y en a un avec lequel moi je travaille des fois qui s'appelle l'étapocil. Lui, il peut donner des leucémies secondaires. Puis honnêtement, moi, ça fait 15 ans que je travaille, puis en 15 ans, j'ai 3 patients qui ont fait de leucémie à cause de l'étapocil. Fait que c'est un peu bête parce qu'on donne le médicament pour traiter un cancer, puis on produit un autre cancer. OK, fait que ça, c'est les effets secondaires habituels de la chimio. Vous vous rappelez que la plupart sont évitables. Ouais, on ne voit pas tellement bien en bleu. Hein? On va vous foncer là-dessus. On va vous l'expliquer. C'est la lumière qui est juste là. Ah, c'est ça. C'est la lumière, c'est pas de ma faute. OK, fait que la plupart des effets secondaires réversibles, mais l'autre affaire qui est bien importante, c'est vous avez un effet secondaire X, c'est d'en parler à l'infirmière ou au docteur qui s'occupe de vous, parce que ces effets-là sont la plupart du temps corrigeables, soit en changeant la dose de chimio, parce que nous autres, là, on travaille avec des approximations tout le temps. On calcule la chimio. Savez-vous comment c'est calculé la chimiothérapie? Le poids de la taille, la surface corporelle. Surface corporelle, je peux venir ici, on passe un rouleau compresseur, on vous écrase jusqu'à ce que vous mesuriez 1 mm d'épaisseur, puis on calcule en mètres carrés comment vous mesurez. Ça, c'est une approximation très grossière. Je prends 2 patients différents, je calcule la surface corporelle, je leur donne la dose du même agent de chimiothérapie ajusté pour la surface corporelle. Il y en a un qui va super bien le tolérer. J'en ai un autre qui va sacrer ses globules blancs très très bas, puis là on se dit, oh boy, on lui a donné une surdose. Donc on travaille avec des approximations, il faut être prudent avec ça. Mettons que vous prenez un agent de chimiothérapie, vous avez des grosses nausées, vous vous sentez très fatigué après quelques cycles, vous nous en parlez, on regarde ça, on ajuste les doses, soit qu'on diminue les doses, soit qu'on augmente les intervalles entre les doses, soit qu'on fait les deux, puis en général, on finit par trouver un terrain d'entente. Notre but avec la chimiothérapie, là, c'est bête, c'est de donner la plus haute dose tolérable. C'est un peu simpliste, mais c'est ça. C'est comme ça que les études cliniques sont calculées. On va chercher ce qu'on appelle le MTD. J'aurais dû rajouter une slide là-dessus. Maximum Tolerated Dose. Ça veut dire qu'on parle, là, on a fait toutes nos expériences chez les animaux, puis chez les cellules, puis on sait que ça fonctionne. Là, on commence à donner notre agent de chimiothérapie aux patients. On commence avec un groupe de 3 patients, on donne une dose. Après ça, c'est bien toléré. Le mois d'après, on monte la dose. C'est bien toléré, on monte, jusqu'à ce qu'on voit les premiers effets toxiques apparaître. Quand les premiers effets toxiques apparaissent, là, on se réajuste. C'est comme ça que c'est calculé. C'est aussi bête que ça. OK. Fait que, ouais. Quand il n'y a pas d'effet secondaire, est-ce que ça se peut que la dose soit passée? C'est rare qu'on juge que la dose n'est pas suffisante. Si tu fais allusion au T-modal spécifiquement, je te dirais 80% des patients tolèrent ça super bien. Fait que la réponse à ta question, c'est non. Les études cliniques, là, ils nous ont clairement montré un palier en haut duquel, puis tu sais, la dose que vous prenez, là, c'est comme 80% de la dose qui était tolérée. En haut de ça, là, les problèmes commencent. Fait que non, il n'y a pas d'inquiétude de ce bord. C'est juste un agent qui est bien toléré. OK, pas de trouble. À cette heure, maintenant, il faut parler d'un phénomène super important parce que ça, c'est une question qu'on a tout le temps en clinique. La chimio-résistance. On commence des traitements. On fait, mettons, 2 cycles, on regarde les images, puis on dit au patient, ça ne répond pas.
ça ne répond pas bien, ça ne répond pas autant qu'on voudrait. Comment c'est possible que ça ne réponde pas? C'est possible à cause de tous les facteurs qui sont énumérés là. Le premier que vous ne voyez pas bien en bleu, c'est le facteur, un des plus importants, c'est ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique. C'est mon domaine d'étude, de recherche. C'est une espèce de système de filtration au niveau du cerveau qui fait que la majorité des agents de chimiothérapie ne traversent pas bien les vaisseaux sanguins du cerveau. Et la dose qui finit par se rendre au niveau des cellules tumorales est minime. Okay? Donc, la barrière hémato-encéphalique, c'est un phénomène physiologique qui est là, qu'il faut essayer de contourner. Puis là, il y a différentes manières de le contourner. Le T-modal, c'est un médicament qui a été conçu en prenant ce fait-là pour acquis. La molécule a été conçue pour contourner cette barrière. Même si elle la contourne, pour toute la dose de T-modal que vous prenez, ce qui rentre dans la cellule tumorale, c'est à peu près le 5e de ce que vous prenez. Là, les gens disent en général, c'est pas beaucoup. Je vous dis, là, c'est énorme. C'est énorme, parce que la majorité des médicaments, là, c'est en bas de 5%. Donc, ça, c'est le premier facteur, la barrière hémato-encéphalique. Deuxième facteur, le transport dans la cellule est altéré. Les cellules tumorales, ils peuvent changer, puis ils vont changer. C'est la même affaire que, connaissez-vous la théorie de Lamarck, Darwin puis Lamarck? Eux autres qui ont étudié l'évolution des espèces. Darwin il a dit que la plupart des changements s'opéraient parce qu'il y avait des changements dans les gènes, puis qu'il y avait plein de mutations qui apparaissaient, puis qu'au hasard, il y avait une sélection à cause de l'environnement. La mutation qui était favorable était choisie. Lamarck, lui, il a dit le contraire. Il a dit non, c'est pas ça qui se passe pendant tout. C'est la pression de l'environnement qui cause la mutation, qui fait que tu deviens, par exemple, plus adapté à ton environnement. Bien, ce phénomène-là se passe avec les cellules tumorales. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les cellules tumorales sont là, on leur donne de la chimiothérapie, on les arrose avec de la chimiothérapie. Les cellules tumorales comprennent qu'elles sont en train de mourir. Il y en a certaines qui vont réussir, en fait, à lutter contre ça en exprimant des nouveaux gènes. Des gènes qu'on appelle des pompes à effet. Ça veut dire quoi, tout ce charabia-là? Ça veut dire qu'ils sont capables d'exprimer des protéines au niveau de leur membrane qui ne laissera pas la chimiothérapie rentrer. Fait que là, on donne de la chimio à nos patients. La chimio, elle ne rentre pas dans les cellules tumorales. Elle fait des dégâts, elle ne rentre pas dans les cellules tumorales, donc ça ne marche pas. Ça, c'est un des premiers phénomènes qu'on peut voir. Il y a différentes manières de contourner ça. On n'a pas le temps de parler de ça aujourd'hui, ça fait partie de la recherche. L'autre affaire, c'est que les cellules tumorales sont différentes. On a une tumeur, il y a 10 cellules tumorales dans ma tumeur. Ben, je laisse passer une journée. Le lendemain, il y en a 15, mais les 5 autres qui sont apparus, ils ont changé dans le temps. Et plus ça va passer, plus ils changent, les cellules tumorales. Plus ils changent, plus il y a des risques qui développent l'expression de ces gènes-là qui vont les rendre résistants à la chimiothérapie. Donc, vous voyez le 4e élément, plus elles sont différentes, donc plus elles sont hétérogènes, plus il y a des risques qu'elles aient développé de la résistance. L'autre phénomène qui peut arriver pour la résistance, c'est que dans notre corps, qui est très complexe, on a déjà, nous autres, des enzymes, des molécules qui s'occupent de travailler comme, j'ai utilisé le terme détoxifiant, mais essentiellement, leur job, c'est de réparer les dommages de l'ADN, comment je dirais bien ça, de filtrer, si vous voulez, les déchets. Ce faisant, ils sont capables d'inactiver certains agents de chimiothérapie. Puis si on commence à traiter initialement une tumeur, ces molécules-là ne sont pas présentes, avec le temps, ils peuvent devenir présentes. Donc ça, c'est tous les mécanismes qui peuvent faire qu'à un moment donné, on donne de la chimiothérapie à un patient, ça marche au début, à un moment donné, ça arrête de marcher. Puis pour certains patients, allez savoir pourquoi, ces mécanismes-là, ils n'apparaissent jamais. On donne de la chimio, là. Moi j'ai des patients que je traite depuis 15 ans. Okay? Je leur donne de la chimio, ça répond, la tumeur s'en va, j'arrête. 3 ans après, la tumeur revient, je leur donne la même chimio, ça répond encore. J'en ai là que ça fait 15 ans que je fais ça avec eux autres. Puis à l'opposé, j'en ai, je commence à les traiter, puis après 2 cycles, déjà la tumeur est rendue résistante. OK? Donc ça, c'est des différences qui peuvent expliquer ces phénomènes. Oups. Oh, je veux juste vous mentionner, vous montrer cette photo-là. Vous avez le premier facteur important dans la résistance à la chimiothérapie, c'est la fameuse barrière hémato-encéphalique. Moi, juste vous poser une question comme ça. D'après vous, vous avez pour combien de kilomètres de vaisseaux sanguins dans votre tête? J'aime ça la poser. Hein?
On dit 50. Je vais juste vous donner un ordre de grandeur pour vous faire comprendre l'importance de ça. Là. Vous avez 100 milliards de neurones dans votre tête, puis chaque neurone a son petit capillaire cérébral. OK? Vous avez pour 450 km de vaisseaux sanguins dans votre tête. C'est complètement fou. Là. Puis chacun de ces vaisseaux sanguins-là, ils sont pourvus de cette fameuse barrière-là. Cette barrière-là limite l'entrée de la chimiothérapie. OK? Donc, pour le traitement des tumeurs cérébrales, ça devient une particularité pour nous autres parce qu'il y a plein d'agents de chimiothérapie qu'on donne dans d'autres sortes de cancers, cancer du poumon, cancer du sein, qui seraient efficaces dans le traitement des tumeurs cérébrales. Pourquoi on le sait? Parce que quand on l'essaye dans des pétris, sur des cellules directement, ça marche bien. Mais ces foutus médicaments de chimiothérapie-là ne traversent pas la barrière. Fait que quand même qu'on les donne par les veines, ils ne vont pas se rendre. Puis, à un moment donné, on parlera de recherche, je vous expliquerai comment on peut s'organiser pour qu'ils se rendent. Fait que c'est ça. C'est l'essentiel de ce que j'avais à vous dire sur la chimio, parce que c'est pas mal plus compliqué que ça. Question. C'est une demi-heure pile. 25 minutes, même. OK, très bonne question. Bien, en fait, il y a plusieurs sortes de chimiothérapie. Ça peut être donné intraveineux, ça peut être donné par la bouche, ça peut être donné sous d'autres formulations. Pourquoi on donne le T-modal par la bouche? Parce que quand ils ont sorti ce produit-là, ça a été inventé il y a à peu près 20 ans, le T-modal. Mais tu sais, la molécule a été inventée il y a 20 ans, puis elle est arrivée en clinique en 1998 à peu près. Quand ça a été inventé, ils ont fait des tests, puis ils se sont rendus compte que l'absorption orale était tellement bonne que c'était équivalent à une dose intraveineuse. On appelle ça la biodisponibilité. La biodisponibilité de la molécule est à 100%. Fait que les patients y apprennent, puis on donne la dose équivalente en intraveineuse, ça en est exactement là. C'est un des rares médicaments qui est comme ça. Un autre médicament qu'on utilise beaucoup, nous autres, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui n'avaient entendu parler, un médicament qui s'appelle du CCNI, de la lomustine. C'est un médicament qui se prend par la bouche aussi, comme le T-modal. Il est beaucoup plus vieux, lui. La lomustine, ça existe depuis 40 ans. Il s'est fait tasser par le T-modal. Pourquoi? Parce que lui, il fait ses globules. Mais il y a cette capacité-là que le T-modal a. On peut le prendre par la bouche. Il a une excellente biodisponibilité. Puis il traverse la barrière de l'encéphale. D'autres questions? Ouais. On a la chimie qu'on fait en même temps que la radiothérapie. Ouais. Puis après, on a ce qu'on appelle la chimie d'entretien. Ouais. Qu'est-ce qui détermine le nombre de traitements? Excellente question. Dans ma job à moi, là, il y a tout plein d'imperfections. Okay? Puis le gars qui a inventé ça, ce protocole-là, il s'appelle Roger Stupp, c'est un Suisse. Je ne sais pas exactement pourquoi il est venu avec cette recette-là, mais lui, quand il a fait son protocole, il a donné de la chimiothérapie par la bouche à tous les jours. Ils ont évalué les doses. Après ça, il s'est dit, quand c'est fini, moi, je vais faire un traitement de 6 mois. Donc, 6 cycles supplémentaires. Puis, il a écrit son étude comme ça. L'étude, elle a été testée sous cette forme-là. Donc, T-modal tous les jours, 6 mois de T-modal d'entretien, versus pas de T-modal pantoute pendant la radiothérapie, puis pas de T-modal d'entretien. C'est comme ça que ça a été testé. Puis, c'est vraiment niaiseux. Si tu veux savoir, c'est un mauvais design à mon avis. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais ils ont fait ça de même. Ce protocole-là, il était accepté internationalement. Là, tout le monde travaille avec ça. Moi, je te dirais que ce que les études précliniques nous ont montré, c'est que la partie la plus importante, c'est le T-modal pendant la radiothérapie. Pourquoi? Parce que non seulement il est chimiothérapeutique, donc il attaque directement les cellules de la tumeur, en plus de ça, il est radiosensibilisant. C'est-à-dire qu'il augmente l'efficacité de la radiothérapie. Une synergie avec la radiothérapie. Donc, ça, c'est la partie importante. Fait que moi, mon attitude, quand je vois des patients en clinique, après la partie concomitante, donc radio-chimio, on laisse passer 1 mois. Quand on se voit en clinique externe, après 1 mois, si le patient il est vidé, fatigué au bout, moi, je ne le fais même pas l'entretien. Si le patient il est bien, là, je fais l'entretien. Ça m'est arrivé de partir des entretiens, puis après 3 mois, on décide d'arrêter parce que là, le patient en avait son casque. Il y a d'autres patients, rendus à 6 mois, ils disent, regarde, moi, là, prendre ce médicament-là, c'est comme des Smarties. Je me sens bien, ça va bien, les images sont belles, les formules sanguines sont toujours belles,
dans ces quelques cas-là, on ne fait pas juste 6 mois, on amène ça jusqu'à 12. Fait qu'on fait 1 an d'entretien. Mais la recette qui est démontrée, c'est 6 mois. C'est démontré juste parce que ça a été testé comme ça. On n'a même pas essayé de faire juste le concomitant sans entretien. Il y a beaucoup de gens qui remettent ça en question, en fait. Il y a beaucoup de gens qui disent que l'entretien, c'était pas nécessaire. Puis il y a une autre école de pensée qui dit qu'on devrait faire l'entretien tant et aussi longtemps qu'on ne voit pas de progression apparaître. Ce qui est un peu débile. Parce qu'on pourrait traiter des patients pendant 5 ans non-stop sur chimio. Ben, on va détruire leur système immunitaire, on va taper dans la réserve d'énergie, puis surtout, on va. En décembre, on était plus en mars, puis c'est beau. Tu dis qu'en janvier, on va faire un cours de 5 jours. Techniquement, oui. On va le faire pareil. Techniquement, oui. Les effets secondaires de l'entretien avec la chimio sont-ils Plus sévère? moins forts que pendant la radiothérapie? La dose est plus forte. La dose est plus forte. Ce qu'on donne pendant la radiothérapie, là, je vous ai dit, c'est calculé sur la surface corporelle, la dose qu'on donne, c'est 75 mg par mètre carré, tous les jours. Alors que quand on donne l'entretien, c'est 200 mg par mètre carré. C'est pas mal plus fort. Mais c'est juste 5 jours. Fait que les effets secondaires, d'habitude, ce qu'on voit plus, c'est plus de nausées. Si on a des effets secondaires, c'est des nausées. Ouais. Ça, on a des patients qui ont eu 0 nausée pendant la radiothérapie, puis là, on passe ça, puis. Pas nécessairement, mais c'est une inquiétude. Ouais. C'est une inquiétude. C'est toujours 5 jours. Oui. L'IRM, d'abord, c'est juste pour se le savoir ce que le traitement a fait. Oui. Puis là, je vous dis tout de suite, là, à l'IRM, pour ceux qui n'ont pas rendu là, à ce time point-là, à l'IRM, souvent, là, on voit des choses qui ne sont pas nécessairement rassurantes pour le patient parce que le traitement radiothérapie, chimiothérapie, ça produit beaucoup d'inflammation. Il y a 25% des patients à ce stade-là qui font ce qu'on appelle une pseudo-progression. Ça veut dire quoi, pseudo-progression? Ça veut dire qu'on pense que la tumeur, elle a grossi, mais en fait, elle n'a pas grossi pantoute, c'est juste une inflammation. Des mois qui suivent, elle s'en va. Il y a quand même un patient sur 4 que je vois à la clinique, je regarde les images, je dis, oh boy, c'est pas beau ça. Mais c'est pas vraiment de la tumeur qui a progressé, c'est juste qu'il y a de l'inflammation, puis ça va finir par s'en aller. Ça, je le dis souvent. Là, on a maintenant des indicateurs qui nous permettent de guesser si c'est plus de la pseudo-progression qu'une réelle reprise tumorale. Mais je vous le dis tout de suite parce que c'est anxiogène pour le patient, c'est anxiogène le docteur aussi. Tu vois, on regarde ça, on dit qu'est-ce que je dis? Pour ça, moi, maintenant, je le dis à tous mes patients. Il y a une chance sur 4 que je te dise que les images sont pas bonnes, ça ne veut pas dire que ça n'a pas marché. Pourquoi vous la faites là? Vous savez qu'elle n'est pas belle. Parce que si j'ai clairement une progression tumorale, là, je continue pas, puis il faut que j'envisage d'autres choses. Mettons, là, vous arrivez, là, puis là, je regarde l'image, puis là, oh boy, non, c'est clairement la tumeur qui a progressé, ça veut dire que tout ce qu'on a fait, ça n'a pas marché, il faut recommencer à zéro. C'est pour ça. Là, je vais dévier, OK? Je m'excuse, je dévie, mais il faut que je vous le dise, parce que je suis un peu énervé de ça. La semaine passée, il y avait le SNO, Society for Neuro-Oncology. Voilà. Le SNO, c'est la Society for Neuro-Oncology, puis à cet endroit-là, c'est là que toutes les études sont présentées. Il y a une nouvelle patente qui va arriver, là, vous allez en entendre parler, c'est sûr, parce que les résultats sont très positifs. On a eu une étude ici qui a été ouverte pendant 1 an et demi. Ça s'appelait Novocure. Pour ceux qui en ont entendu parler, c'est une patente, il faut raser toute la tête. Okay? Il faut mettre des électrodes. Ben, ça a l'air de bien fonctionner. Puis ça risque, dans les prochains mois, prochaines années, de devenir un standard de traitement. Ça veut dire que, by the way, on va vous parler de ça éventuellement. Ça venait de servir. C'est ça. Mais les résultats sont positifs, fait que ça risque de revenir, mais comme standard. Je ne sais pas ce que Santé Canada va faire avec ça, parce que ça coûte 20 000 par patient. Ça remplace la chimio? Non, c'est pendant la chimio. C'est pendant la chimio. De maintien ou de base? Pendant tout le kit. Tout de suite après l'opération, on passe ça. Ah oui. Oui, la totale. C'est ça qui s'en vient.
C'est des électrodes qu'on colle sur la peau, puis c'est connecté à une batterie. Ça génère un champ magnétique, puis ça va empêcher le tumeur de progresser. Les Israéliens ils ont développé ça. C'est pas ça en permanence. Moi, j'ai un patient, là, croyez-le ou non, un type qui était il se l'était faire hors protocole, il est allé chercher en Israël, là, ça va faire 5 ans qu'il est là-dessus. Ah, là. Un pilote d'avion, le gars. Il aime ça, les affaires de technologie. Là. C'est plus simple. Ah, ouais, j'en ai bien la visualiser. Ouais. Ils sont branchés là-dessus. Vous êtes rasé complètement, dépendamment de là où est située la tumeur, on désigne comment on met les électrodes. Fait que vous avez des collants sur la peau, il faut être rasé comme moi. Fait qu'on met des collants sur la peau, c'est connecté à une batterie qui génère un champ magnétique. Il faut le porter au moins, je pense que c'est 20 heures sur 24. Non, c'est majeur. C'est un investissement en temps et en énergie pour le patient qui est majeur. Non, c'est tout le temps. On ne sait pas jusqu'à quand. On ne sait pas quand est-ce que ça va. Mais je vais juste vous dire que ça va arriver dans notre siècle. On va en parler. Ça ne veut pas dire que les patients vont l'accepter, évidemment. Ça ne veut pas dire que ça va être pour tout le monde non plus. Ça fait partie de. C'est un peu comme la chirurgie des fois. Tu sais, je présente à certains patients la possibilité d'une chirurgie éveillée. C'est pas pour tout le monde. Il y a tout le monde qui dit non, moi je veux bien savoir de ça. Cette affaire-là, ça va être pareil. OK. Puis après, le premier IRM de devenir un OK. Chaque oncologue a sa recette. OK? Ce qu'on a fait, là, le shtup, plus la consolidation, ça c'est facile, tout le monde travaille de la même manière. La première résonance en un mois, tout le monde fait ça. Après ça, c'est à la discrétion du clinicien. Nous autres, ici, à Sherbrooke, on est très, très imagerie. On en fait plus que pas assez. Puis la raison pour laquelle on fait ça, c'est qu'on a un traitement de deuxième ligne qui est pas mal efficace. Puis on veut l'utiliser le plus tôt possible. Fait à des endroits, il n'y a pas de traitement de deuxième ligne qui est suggéré. Fait qu'eux autres, ils s'en foutent un peu, eux autres, ils font le traitement, puis quand ça ne marche plus, ils disent, ben, on n'a plus rien à vous proposer. Fait que nous, là, on fait la résonance un mois après la fin de la radiothérapie. Puis souvent, on prescrit 3 cycles de T-modal, puis là, on va répéter notre résonance. On prescrit les autres 3 cycles de la consolidation, on répète la résonance. Puis après ça, ça dépend. Ça dépend de ce qui arrive. Si on arrête la chimio, moi, souvent, je vais répéter la résonance 3 mois après, puis après ça, je monte 6 mois, 1 an. Un patient un des 25% de patients qui a de la pseudo-progression, ou un patient pour qui ça va moins bien, lui, il va se mériter sa résonance 2 mois après, pas 3 mois. Lui, on va le garder un petit peu plus proche. Là. Je vous dirais que c'est très, très variable d'une équipe à l'autre. Je peux vous dire qu'il y a des endroits au Québec où il ne se fait même pas de résonance magnétique. Le patient, il a un scanner, un CT scan, puis après ça, on ne fait plus d'imagerie. Tant que cliniquement, il n'y a pas de changement, on ne fait plus d'imagerie. Je n'en pas de nom. J'ai le goût, là. Pas une profession. Quelle question? J'ai eu une gamanaise un mois. J'avais un petit peu peur d'y aller parce qu'elle est connue. J'ai dormi sur le traitement. Oui, ben c'est ça qui arrive. Les nouveaux traitements, que ce soit le gamma knife, même il n'y a pas personne ici qui a eu la chimio intra-artérielle. Maintenant qu'on fait à Sherbrooke, la chimio intra-artérielle, les gens sont bien stressés de ça. Puis la première fois, la plupart du monde dorme sur la table de traitement. Oui, c'est parce que c'est les connus, hein. Ouais. C'est les connus. Mais le petit monsieur, je l'appelle le petit monsieur qui fait ça, il est super, il explique bien, puis il est super gentil. Super, ça. Excellent. Il est gentil, ce technologie-là. Il est vraiment gentil. Moi, ça m'est arrivé de faire des traitements de chimiothérapie intra-artérielle à des patients. Je finis là-dessus. Une anecdote, parce que c'est vraiment drôle. Je suis arrivé à mon patient, il était bien nerveux, donc on donne tout le temps des petits médicaments pour calmer le monde. Il fait son traitement de chimio intra-artérielle, il retourne à l'étage, je passe le voir, puis ça a bien été. Ils ne m'ont même pas traité. Ah oui, on l'a fait. Ils ne croyaient pas. Quand c'est comme ça, c'est que c'est bien toléré. Mais c'est parce que vous avez tous parlé de la plastique pour nous rassurer. Oui, c'est ça.
C'est parce que vous autres, vous êtes habitués à ça, nous autres, c'est les connus, déjà. Tout à fait. Vous avez raison. Vous avez bien raison de dire que ça fait partie de notre job de rassurer le monde. Ah, mais il y en a qui ne rachètent pas. Non, c'est vrai. Petite fleur dans ce temps-là, gênez-vous pas. Hein? Petite fleur dans ce temps-là. Mais moi, je ne pourrais pas parce que le pansement, là, je vais le voir au groupe, fait que Oh, ben, tant mieux. je peux même pas. Il faut le dire où c'est que ça va bien, puis Oui, faire le job. bien sûr. C'est Dans agréable à entendre. l'alimentation, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Oh my God. Ah ouais? Là, tu viens d'ouvrir. Il y a deux affaires que je vais vous dire sur l'alimentation avant de Oh, finir. c'est correct, J'ai le il droit. est pour ça. Oh, ça doit être T'as bon. encore ça. Je vais laisser. C'est ton affaire. Ouais, c'est pas piston, c'est un collet, mais je vais laisser ça. Je prends 2 minutes pour parler de l'alimentation. Il faut faire attention à ce qui est dit. Faites attention, par exemple, au livre de Dr. Béliveau, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il dit là-dedans, que c'est des expériences qui ont été faites dans des pétris, puis que chez l'être humain, ça ne se traduit pas nécessairement. En tout cas, Personnellement, mon information vient du livre de M. Schreiber qui a lu ici un cancer du cerveau. OK, c'est bon. Mais tout ce qui est dit dans le livre de Béliveau, c'est quand même bon. Parce qu'ultimement, il parle de bien manger. Fait qu'il n'y a rien de mauvais là-dedans. Le seul bémol que je vais amener à ça, c'est que, puis on a une étude clinique qui part ici, les patients à moi, vous allez tous m'entendre parler. Il y a des gens qui disent depuis très longtemps, les patients, vous avez peut-être entendu ça un peu dans les médias, que quand on supprime la part en glucose, la part en sucre, ça serait bon pour limiter la progression des tumeurs cérébrales. Il y a des scientifiques qui disent depuis 40 ou 50 ans que c'est ça, c'est la meilleure manière de lutter contre le cancer, c'est d'arrêter complètement de prendre des glucides. Des glucides, là, c'est difficile. Ça veut dire plus manger de sucré, plus manger de fruits, plus manger de pâtes, plus manger de riz, plus manger de patates. C'est compliqué, là. Les légumes, oui, non, c'est correct. Ben, ça dépend des légumes. C'est ça. Il y a des légumes que... Mais bref, je vous dis, on commence une étude clinique ici, après les fêtes, qui s'appelle la diète cétogène, où on va combiner cette diète-là à la radiothérapie et à la chimiothérapie. Il va y avoir un groupe qui va avoir la diète, puis plus le traitement standard, puis un groupe qui va avoir juste le traitement standard. Puis il y a des évidences qui semblent montrer que c'est utile. Fait que, une réponse à ta question, tout le monde ici qui avait un cancer, juste le fait de couper vos sucres le plus possible, sans devenir complètement freak avec ça, ça va être aidant. Je vais juste dire ça de même. OK. Les évidences semblent montrer que ça va être aidant. OK. Donc, ce qu'on apprend, c'est qu'il y a lieu d'avoir une conférence sur la nutrition. Ah oui, absolument. C'est une bonne nouvelle. Oui, C'est absolument. une chose qui intéresse le monde, une Ouais. conférence sur la nutrition éventuellement. Oui. Absolument. On va changer le programme au départ. Très bon. La seule affaire, c'est que la conférence, il faut l'appeler mythes et réalités. Ouais. Parce qu'il y a des mythes qu'il faut Mhm. tasser. Tu sais. Bon. Il y a un gros symposium de cancer européen qui a eu lieu il y a 6 mois. Puis d'ailleurs, les médias ils ont couru après le Dr. Béliveau et ils n'ont pas réussi à l'attraper. Ce que ces gens-là ont démontré, c'est que suivre une diète basée sur ce type d'écrit-là, ça ne change rien. Eux autres, là, leur conclusion, c'était ça. Fait que la bonne alimentation, c'est important. Mais je pense que ce qui va être plus important, c'est d'avoir une diète restrictive en glucides et une diète cétogène. On va débarquer avec ça bientôt. Et est-ce qu'il y a un lien entre les cancers du cerveau et les cellulaires? On ne sait pas. Il y a une grosse étude britannique qui a montré un lien entre les gens qui utilisaient leur cellulaire beaucoup, beaucoup, là. C'est, je pense, en haut de 25 heures par semaine, 200 heures par mois, je me souviens plus le chiffre. Mais tu sais, là, le monde qui sont tout le temps sur leur cellulaire, ils ont remarqué que les gens qui utilisaient leur cellulaire beaucoup, il y avait une relation entre le côté où ils tenaient leur cellulaire et le côté où la tumeur apparaissait. Donc, cette étude-là montrait un lien, assez pour que nous, sur la Canadian Brain Tumor Foundation, on mette un avis sur le site Internet. Mais après ça, il y a une autre grosse étude européenne qui n'a pas montré le lien trop puissant. Fait que la réponse, c'est on ne le sait pas. On ne le sait pas, mais moi, je pense qu'il y a un lien pour les utilisateurs très avides de leur cellulaire. Puis le cellulaire, quand on le porte sur nous, à notre ceinture, c'est pas dangereux. D'ailleurs, pour les hommes qui portent un cellulaire à leur ceinture, les études ont démontré qu'il y avait une diminution de la fertilité. Donc, le champ magnétique qui affecte là. Le champ magnétique, là, imaginez-vous, là, il y a à peu près un peu moins qu'un pied. Fait que vous mettez votre cellulaire là, vous êtes touché.
Okay? C'est un champ magnétique qui est assez significatif. C'est 80 Gauss. Gauss, c'est une unité de mesure de magnétisme, c'est assez fort. Il y a d'autres questions? Bienvenue. Non. C'est bon, merci. Donc,